Bonsoir, bonsoir, chers amis. Moi, je commence le live. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la famille recomposée. Voilà une dame qui dit, ben, je suis divorcée avec 3 enfants. Je voudrais me marier. Que me conseillez-vous? Hmm. C'est un sujet assez régulier, hein. C'est une situation assez régulière, je veux dire. Oui, je suis divorcée avec 3 enfants. Je voudrais me remarier. Que me conseillez-vous? Est-ce que rien ne peut surpasser une envie forte de se remettre en couple? Lorsqu'on a vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un, on le ressent du fond de ses tripes. Et c'est difficile de dire enfin, c'est presque incompréhensible de dire à quelqu'un de se maîtriser, de réprimer les assauts de la chair et de rester, de demeurer divorcé, de demeurer célibataire, alors que peut-être on a une possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors moi, qu'est-ce que je peux dire? Être en couple, c'est pas le plus dur. On peut bien rencontrer quelqu'un et se mettre en couple parce que ça passe, quoi, ça match. Voilà, le feeling, il y en a, la compréhension est là, le début de relation est merveilleux. Et on se voit en couple, c'est légitime. Mais c'est plutôt la vie en couple avec des enfants qu'il faut maintenant bien établir. Il faut établir de bonnes règles. Oui, ce sont ces règles-là qu'il faut établir. Vous voyez? La vie en couple avec des enfants qui ne sont pas celui du conjoint ou de la conjointe. C'est cette vie quotidienne, cette gérance de la famille qui peut s'avérer difficile parce que souvent il y a des caractères qui s'entremêlent. Les enfants n'ont pas tous un même caractère. Ils ont peut-être une même éducation de base, mais ils n'ont pas tous le même caractère. Donc, le conjoint ou la conjointe qui vient dans le couple peut avoir des difficultés à s'intégrer dans cette famille qui est déjà presque complète. Il y a des enfants, il y a un parent, il ne manque qu'un seul parent. Bon, il faut commencer par dire que avant que la personne qui vient s'intégrer, avant que l'homme qui vient s'intégrer dans ce couple-là, dans ce foyer-là arrive, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui a négligé peut-être, qui a refusé peut-être, qui a rejeté peut-être ses responsabilités et qui s'en est allé. Quand il partait, il savait qu'il y avait des enfants. Non seulement il savait qu'il y a des enfants, mais il savait aussi qu'il y a des possibilités d'arranger. Donc, moi, je me dis, quand on est en couple et qu'on veut vraiment arranger, on peut le faire. C'est une disposition du cœur, une volonté d'arranger les choses, une volonté de respecter ses devoirs parce que on a déjà d'autres responsabilités qui surpassent notre propre personne. On a fait des enfants, on a donné une parole, ce sont des choses à respecter. Et dans la société des humains que nous sommes, très souvent, il y a des instances qui permettent d'aider le couple en difficulté. Beaucoup de personnes parfois vont à la séparation complète, au divorce, sans passer par ces instances sociales. Je parle de la famille, voilà, je parle des amis. Très souvent, même, on voit des amis hein, qui, voilà, on demande de parler au conjoint, on demande, voilà, d'essayer de conseiller le conjoint ou la conjointe, mais les amis n'ont pas toujours le même pouvoir que la famille. Et on ne va pas toujours vers la famille, on ne va pas vers les psychologues. Eux aussi, ils ont un rôle, hein, ils aident aussi. Hein.
on ne va pas vers des instances juridiques qui ont aussi un côté d'intermédiaire. Voilà. Et parfois, on passe directement au divorce parce qu'on est dégoûté peut-être de cette relation-là qui est là. Voilà. Donc, c'est un manque de volonté, un manque de disposition du cœur qui peut amener quelqu'un à aller jusqu'au divorce, alors qu'il a déjà donné la parole à quelqu'un, il a déjà fait des enfants, il a déjà construit une vie, il y a peut-être des biens dedans aussi, des biens matériels. Il n'y a pas que le couple, il y a aussi toutes ces personnes qui entourent le couple. Je veux parler de la belle famille, de la famille, je veux parler des amis, des enfants des amis. Oui, parce qu'au cours des années, on a tissé des liens et le divorce vient détruire tout cela. Alors, quand quelqu'un dépasse la limite et va vers le divorce, c'est que vraiment, il a manqué véritablement à sa parole, alors qu'il y a véritablement des moyens d'arranger. Oui, parce que je me souviens quand j'étais petite, je voyais parfois mes tantes quitter leur foyer pendant 6 mois. Elles rentraient dans leur famille pour faire une coupure, pour laisser, euh, pour laisser leur mari rester réfléchir. Oui, qu'ils restent réfléchir. C'était ça leur but, hein, c'est ce qu'elle disait, c'est ce que j'entendais dire, du moins. Elles laissaient leur mari pour qu'il reste réfléchir et pour qu'il reste se rendre compte de son importance à elle auprès de lui. Voilà. Donc, quand on a traversé aucune de ces étapes-là et qu'on va directement vers le divorce parce qu'on est dégoûté de la relation, il faut dire que c'est un manque de parole, un manque de maturité aussi, hein, parce que le divorce, ce n'est pas les amusements, ce n'est pas la rigolade. Hein. Un manque de maturité, oui, maturité parce qu'on n'a pas tenu ses engagements. Est-ce qu'il y a une cause de mort immédiate? Est-ce que vraiment vous êtes déjà au stade où, voilà, c'est déjà l'extrême des extrêmes et peut-être que vous avez peur d'une mort, d'une je ne sais pas moi quoi. Voilà. Euh, vous en êtes là ou comment? Voilà. Et puis, non seulement, peut-être que vous n'en êtes pas là, mais que c'est tout simplement un refus de s'investir. Oui, parce que quand on a commencé la relation, on a rêvé de quelque chose qui a diminué au cours des années. Alors, ce rêve, est-ce qu'il peut être, est-ce qu'il ne peut pas être rétabli, ce rêve-là? Si la faute vient de la femme, est-ce que véritablement elle ne peut pas se corriger? Et si la faute vient du mari, est-ce que véritablement il ne peut pas se remettre en cause? Les sociétés anciennes ne sont pas si, comment je peux dire, démunies en réflexion. Je trouve que ce sont des sociétés qui ont eu à traverser des étapes, qui ont vu des événements, qui ont vécu, qui ont une grande expérience sur les comportements humains. Bon, pour les sociétés africaines, souvent ça va c'est oral qu'on transmet la culture, qu'on transmet les habitudes de la société, qu'on transmet l'enseignement. Vous ne trouverez peut-être pas des écrits, mais vous trouverez un vécu de certaines personnes. C'est pour ça que moi, je dis que moi, quand j'étais enfant, je voyais comment la femme ramassait ses affaires et partait chez les parents. Certaines partaient chez les beaux-parents pour laisser l'homme réfléchir un peu. Et très souvent, ça aboutissait à de bonnes choses. Parce que 6 mois après, quand elle revenait, elle trouvait son mari changé, disposé à revivre avec elle et à l'écouter parce qu'il s'est rendu compte de son importance. Pour certaines d'ailleurs, ils couraient chercher leur femme. Très peu de temps après, ils couraient chercher leur femme parce qu'ils avaient la réaction beaucoup plus rapide que d'autres. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on divorce pour un oui et pour un non. On casse une promesse, on met à mal des enfants, des familles, des amis. Parce que la souffrance qui découle d'un divorce,
ne s'arrête pas seulement au niveau du couple. Ce n'est pas seulement monsieur ou madame qui souffrent, non. Il y a aussi les amis autour qui ont mal, qui souffrent. Parfois même, certains couples amis peuvent traverser des moments difficiles à cause du divorce d'un couple ami. Oui, ça c'est quelque chose qui arrive. Ils peuvent eux-mêmes traverser des moments difficiles à cause de ce couple qui divorce, des moments psychologiques qui leur rappellent des choses, qui leur rappellent, enfin, qui leur donnent des envies, des idées, qui leur rappellent aussi beaucoup de choses qu'ils ont vécues et qu'ils ne vivent plus, qui ont mal pour cette relation qu'ils aimaient beaucoup. Ils se sont attachés malheureusement maintenant. Il faut choisir qui on va suivre. Est-ce qu'on suit monsieur? Est-ce qu'on suit madame? On suit qui? Ou alors on les laisse passer tous les deux, on prend des distances. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le divorce n'est pas seulement une affaire de deux personnes. Non, 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 non. Cet égoïsme qui se répand n'est pas réaliste parce qu'on veut dire des choses par la bouche, mais quand on va dans la pratique, dans le réel, dans le vécu, on se rend compte que tout le monde souffre quand un couple divorce. Voilà. Donc maintenant que voilà, vous êtes divorcé, vous avez 3 enfants entre les mains, vous avez traversé la période de deuil et maintenant, voilà, il y a des envies qui se réveillent en vous de plus en plus fort, de plus en plus fort. Que faire? Ben, ce qui est sûr, votre responsabilité de mère ne vous permet pas de jeter les enfants à la poubelle. Ils sont collés à vous et aussi vous les aimez, ces enfants-là. Vous les aimez énormément. Maintenant, ils font votre vie et puis ils font votre joie. Ils font votre joie. Donc, voilà, il faut maintenant faire avec, construire une nouvelle vie avec ces enfants-là. Bon, la première difficulté que l'on va traverser, ce sera de trouver le bon partenaire. Le partenaire avec qui on est en phase. Vous voyez? Le partenaire qui nous accepte déjà comme une femme pleine. Voilà, une femme pleine avec ses qualités, ses défauts, une femme d'abord, et ensuite, quelqu'un qui va nous accepter ensuite comme une mère. Oui, donc il a rencontré une femme qui est une mère. Voilà, il faut tenir compte de ça. Une femme qui est une mère. Vous voyez? Donc, il faudra rencontrer quelqu'un qui accepte cet état de la femme. Oui, donc il accepte qu'elle est mère, il est disposé à apporter des soins aux enfants de cette femme-là, il est disposé à les aider à grandir et à les voir grandir paisiblement. Vous voyez? Il est disposé à leur donner de l'amour, à leur donner et aussi à accepter l'amour que les enfants peuvent lui donner. Et surtout, et surtout, et surtout, ça c'est le plus surtout, surtout, quelqu'un qui est disposé à, qui est disposé déjà, qui sait déjà d'avance que élever des enfants, c'est pas facile, c'est difficile, qu'il y aura des moments de crise. Voilà. Tout le monde connaît le passage de l'adolescence où l'enfant dit au mari de sa mère, tu n'es pas mon père, ou il dit à la femme de son père, tu n'es pas ma mère. Alors ça, ce sont des mots qui font extrêmement mal quand on s'est investi de façon complète à cet enfant-là. Vous voyez, on s'est investi, on s'est donné immensément. Ça fait peut-être combien, on peut dire 6 ans, 8 ans qu'on s'investit auprès de l'enfant. Et voilà qu'il traverse l'adolescence, il ne vous écoute plus, il a un regard de, de chien méchant envers vous, il vous rejette dans toutes les situations, il veut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut dans la maison. Et vous voilà en grande difficulté avec cet enfant-là. Vous voyez, garçon ou fille. Et là, quand vous voulez réagir, l'enfant vous sort, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Donc, il faut quelqu'un qui accepte cet état de choses, qui s'attend à cet état de choses et qui réfléchit d'ailleurs d'avance à comment il pourra réagir dans des situations comme ça. Donc, il faut avoir quelqu'un qui est prêt. Ou alors,
quelqu'un qui accepte de discuter avec vous sur l'avenir, sur cet avenir, sur tous ces événements qui peuvent arriver dans l'avenir, les événements les plus prévisibles, parce qu'on ne prévoit pas tout, mais les événements les plus prévisibles, dont les enfants qui grandissent. Voilà. Donc, il y a un problème souvent, c'est que la personne qui a les enfants ne sait pas comment partager l'autorité dans la maison. Oui. Parce que en réalité, la personne qui a les enfants a 3 personnes dans sa vie. La personne qui a les enfants a son conjoint du présent. La personne qui a les enfants, c'est lui qui a les enfants et il a le père ou la mère de ces enfants-là en plus. Donc, il faut gérer tous ces liens. Surtout quand le parent, l'ex-conjoint est parti, mais il est toujours présent pour ses enfants. Comment partager cette autorité dans la maison? L'enfant qui sait que celui-ci n'est pas mon père, il est le mari de ma mère, mais moi j'ai mon père. Voilà. Si je veux quelque chose, je demande à mon père. Si il y a une situation, c'est à mon père que je raconte. Ben, le plus souvent, c'est des situations comme ça, hein. Des parents présents, mais qui ne sont plus mariés à la mère. Il y a des papas présents. Donc, vous voilà avec un enfant difficile à gérer qui ne tient pas compte tellement de vous et de vos opinions, de votre façon de penser, parce que lui, il a un père qui est présent. Comment gérer tout ça? Est-ce qu'il faut le laisser faire? Après tout, c'est vous l'adulte dans la maison. Si quelque chose lui arrive, ben, c'est à vous qu'on va demander. C'est ça un peu la complexité de la chose. C'est vous qui serez responsable. En tant qu'adulte dans la maison, c'est vous qu'on va considérer comme responsable dans la maison. Vous voyez? Ben oui, c'est vous qui devrez répondre, même si l'enfant, lui, n'a pas tenu compte de votre présence dans la maison. Donc, c'est assez difficile parce que la vie quotidienne, il y a des actes, des faits, des gestes, des regards, des mouvements, tout ça compte, des paroles qui se disent dans une maison. Une maison doit être réglementée, une maison doit être hiérarchisée. Alors, comment faire ça? C'est là où maintenant la vie quotidienne devient difficile. Parce qu'en plus, il y a des chances que le nouveau couple ait aussi des enfants. Comment maintenant gérer cette fratrie-là? On peut même dire que les enfants eux-mêmes, voilà, la différence d'âge est tellement grande que la différence d'âge peut être tellement grande qu'on peut dire que il n'y aura pas de problème si la maman sait manager le truc, si elle sait unir ses enfants. Hmm. Mais, mais à l'adolescence, il y a aussi des problèmes qui peuvent se poser. Voilà. Les parents eux-mêmes aussi peuvent vivre un certain problème. C'est la préférence d'enfant. C'est ce problème-là aussi qui se pose chez les parents. Hein? La maman qui vient en mariage avec 3 enfants et fait des enfants dans le nouveau mariage, quel est le véritable état de son cœur? Est-ce qu'elle est impartiale avec tous ses enfants ou alors elle fait des différences? Est-ce qu'elle a des préférences? Est-ce que le père a des préférences? Est-ce qu'il fait des différences entre les enfants? Ce sont des choses, vraiment, il faut en parler à cœur ouvert quand on est en couple. Il faut être sincère, essayer d'avouer ses sentiments, ses ressentis. Oui, ses difficultés, il faut en parler. Le dialogue, c'est indispensable. Tout le monde le dit, mais c'est difficile de dialoguer. Les gens pensent que dialoguer, c'est comme si c'est 2 amis qui parlent. Non, parce qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits qui rendent le dialogue difficile même à débuter. À commencer même d'abord à dialoguer et ensuite à être sincère pendant le dialogue. Ces difficultés-là, il faut essayer de les surmonter parce que
je vais être humaine en disant il faut essayer. Donc, essayer de faire des efforts pour les surmonter à cause des non-dits. C'est pas facile d'avouer qu'on a des préférences. C'est pas facile de dire que cet enfant-là m'énerve. Cet enfant, je l'aime pas. C'est pas facile d'avouer ça à son partenaire. Vous ne pouvez pas dire ça à une femme que son enfant vous énerve, que vous ne l'aimez pas. Alors, comment être sincère lors du dialogue? C'est seulement que essayez et ensuite intérieurement faites des efforts vous-même pour vous améliorer parce qu'il n'y a que vous qui connaissez véritablement ce qui gêne, les barrières qu'il y a dans votre cœur. Oui, si c'est le rejet, c'est à vous maintenant de redresser la barre, intérieurement faire des efforts. Oui, oui, c'est une difficulté parce qu'il y a l'enfant en face qui vous pose un véritable problème parce que les enfants ont ceci de particulier, c'est qu'ils ressentent vraiment ce que, ils ressentent les sentiments de l'adulte. Ils sont très réceptifs, les enfants. La mère peut ne pas s'apercevoir ou le père, bref, celui qui a des enfants peut ne pas s'apercevoir. Mais l'enfant, lui, il s'apercevra très bien que le mari de ma mère, la femme de mon père ne m'aime pas. Et il ne comprendra pas que c'est à cause de son comportement peut-être que vous ne l'aimez pas. Cette façon cette façon que l'enfant a imposé son père dans la maison en parlant de lui, c'est quelque chose qui peut énerver. Mais oui. Ou cette chose, ou la fille ou l'enfant qui parle de sa mère dans la maison, ça peut énerver. Parfois même les enfants sont très provocateurs. Il fait exprès de parler de son père ou de sa mère devant le conjoint. Vous voyez? Juste pour provoquer, pour mettre mal à l'aise, pour créer la zizanie. Il y a des enfants qui sont très vicieux. Mais toujours est-il que c'est lui l'enfant et vous l'adulte. Donc c'est à vous que revient la responsabilité de rétablir l'ordre et l'harmonie dans votre maison. Ça, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Parce que si c'était facile, beaucoup de couples seraient heureux. Beaucoup de couples de familles recomposées seraient heureux. C'est vraiment comme s'il fallait grimper une montagne et arriver au sommet. Voilà. Donc, vous avez toutes ces difficultés-là. La solution, l'une des solutions, c'est d'en parler dans le couple, même s'il y a des non-dits, mais essayez quand même de mettre le partenaire sur le chemin de ce que vous ressentez, même si vous ne dites pas les mots crus, mais essayez d'orienter votre partenaire pour qu'il ait le regard sur un certain chemin. Si l'enfant vous énerve ou que vous ne l'aimez pas, essayez d'orienter le parent, votre partenaire, sur ce rejet que vous avez de l'enfant sans sortir le mot. Parce que sortir le mot, ce serait détruire votre couple. Les gens disent de dialoguer, mais après un dialogue, on peut se détruire. On peut détruire le couple par les mots qu'on va dire. Donc, il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer. Il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer. Mais il faut savoir contourner le mot, délicatement contourner le mot pour montrer à votre partenaire la direction de ce qui vous gêne. Peut-être que là, en espérant que le partenaire soit intelligent et sage, il comprendra. Et lui aussi verra comment il peut redresser cette barre sentimentale qui s'est déjà pliée. Vous voyez? Ben oui. Donc, il y a ça. Donc, la difficulté de dialoguer ensemble. La deuxième difficulté maintenant, c'est de changer son comportement malgré les difficultés que vous pose l'enfant, malgré la présence permanente de son père ou de sa mère dans les conversations dans la maison. Parce qu'il y a aussi ceci chez les enfants. Quand on va lui faire la remarque ou qu'on va essayer de lui interdire de parler de son père ou de sa mère dans la maison, vous allez aussi remarquer une tristesse
chez l'enfant qui fend le cœur du parent. C'est votre enfant. Vous l'aimez. Vous ne voulez pas le voir malheureux. Vous voyez, vous ne voulez pas. Donc, le voir malheureux, replié sur soi. Certains enfants peuvent même commencer à maigrir, hein? D'autres peuvent même tomber malades. Oui. Donc, c'est pas facile de, moi je dis défier. C'est pas facile de défier un enfant. Parce que c'est le mot qu'il faut mettre. Ce n'est pas éduquer un enfant, ce n'est pas donner des directives à un enfant, donner des règles, non. C'est défier carrément un enfant qui n'est pas le vôtre et que vous devez quand même élever dans la maison. Donc, je ne dis pas que tous les enfants sont absolument comme ça, mais beaucoup d'enfants sont comme ça. Mhm. Bon, je ne dis pas non plus que tout ce que je viens de dire va se retrouver sur un enfant, mais c'est des éléments différents pour que vous pouvez trouver chez un enfant et puis l'autre élément chez l'autre enfant. S'il y a 3 enfants, il y a un qui peut vous aimer et les 2 autres vous rejetez d'une façon différente. Pendant que l'autre parle de son père ou de sa mère, l'autre boude les vêtements que vous lui avez achetés. Voilà, chaque enfant son truc. Vous voyez, chaque enfant ramène son lot de problèmes et vous, vous devez le supporter et vous devez le gérer. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que le parent qui a les enfants, la mère, elle doit être une mère vraiment aimante vis-à-vis de vous. Maintenant, c'est le rôle de la femme. La femme qui dit, je suis divorcée, j'ai 3 enfants, je voudrais me remarier, que me conseillez-vous? Au vu de tout ce que j'ai parlé, c'est une femme qui doit être aimante et très douce vis-à-vis de vous, le père, le nouveau papa de la maison. Oui, pour vous permettre de supporter tout ça, pour vous permettre de continuer d'essayer, voilà, de continuer d'essayer en attendant que l'enfant grandisse, qu'il traverse l'adolescence et qu'il devienne un homme ou une femme qui comprend. Parce qu'il y a ceci aussi, vous courez un risque. Si l'enfant ne vous accepte pas jusqu'au bout et que vous aussi vous ramenez la sévérité du père de la maison, vous risquez de vous faire détester même quand l'enfant sera adulte. Et là, vous aurez perdu véritablement votre temps à élever un enfant qui, une fois l'adolescence passée, se met à vous détester, continue de vous détester réellement. Donc, vous aurez perdu votre temps. Vous aurez perdu votre temps. Donc, vraiment, c'est une aventure quand... Ce n'est même pas une aventure, c'est un état de vie. Quand on s'avance, quand on accepte de vivre, de construire une famille recomposée, on entre dans une façon de vivre assez particulière. Il faut vraiment être au courant des enjeux. Oui, il faut être au courant des enjeux pour ne pas être malheureux dans son mariage. Oui. Donc la femme doit être très aimante et l'homme, lui, doit continuer il doit continuer les efforts. Ce comportement, c'est vice-versa, hein? Parce que, bon, on ne trouve pas beaucoup d'hommes qui ont des enfants dans la maison, mais il y en a quand même de plus en plus. Donc, la femme qui vient dans le mariage doit aussi avoir le même comportement que je décris. Oui. La femme, c'est encore plus délicat parce que la femme, elle est vraiment sensible. Un mauvais regard de l'enfant peut la désarçonner pour toute la journée ou même pour toute la semaine. La pauvre, oui, ça peut la rendre, ça peut la déstabiliser toute une journée ou même toute une semaine, seulement un regard méchant de l'enfant. Voilà. Là, je décris les cas difficiles, hein, parce que ce sont les cas les plus fréquents. Hein. Il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Famille recomposée, c'est un défi qu'on décide de relever. Mais vous pouvez tomber franchement sur une famille, comme on dit parfois, une famille qui a un bon sang.
des enfants qui ont un bon sens, des enfants qui sont des enfants doux et aimants. Voilà, qui acceptent le mari de maman, la femme de papa, sans trop poser de problème. Et aussi, le partenaire aussi sur lequel vous êtes tombé a aussi un bon sens. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose de bon dans son cœur et qui s'est donné de l'amour. Du coup, les deux parties, c'est-à-dire les enfants et le nouveau parent, là, ils se serrent, ils s'entendent. Ils se serrent et ils s'aiment et ils évoluent ensemble dans une famille normale. Là, franchement, vous tombez sur ça, c'est le Graal. Mais ça existe. Il y a des témoignages aussi, ça existe. Maintenant, allez demander à ces parents-là comment ils ont fait pour se faire aimer par les enfants sans poser de problème. Allez demander à ces parents-là comment ils ont fait pour eux-mêmes pour être aussi aimants envers les enfants. Mais oui, allez leur demander. Je suis sûre qu'ils ne vont pas vous donner des raisons valables. Ils vont vous donner des habitudes, des techniques d'éducation, des habitudes de vie qu'on retrouve partout, que vous-même peut-être vous avez essayé d'appliquer, mais ça n'a pas marché. Mais je pense que c'est une histoire de bon sens, un bon sens. Voilà. Les parties ont eu la chance de tomber sur des bons sens. Et voilà l'harmonie dans la maison. Mais il faut dire quand même que ce n'est pas les plus fréquents. Oui, ce n'est pas les plus fréquents. Les familles recomposées, on voit bien ce qui se passe. Quand l'enfant est même adolescent, déjà, on voit bien les fugues. Hein? Les fugues, oui. Donc, c'est vraiment délicat. Donc, la première chose, c'est de parler dans le couple. La deuxième chose, c'est continuer de faire des efforts pour redresser la barre de l'amour qui s'est tordue dans la famille. Et la troisième chose, c'est être quelqu'un de tolérant. Quelqu'un vraiment de tolérant. Je ne dirais pas quelqu'un de passif, non. La passivité inclut une certaine mollesse, mais de tolérant. Parce que quand l'enfant vous dit « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », il faut vraiment relativiser ces dires. Il faut les relativiser. Il se réclame d'un père qui n'est pas là. Donc, quelque part, il est dans le faux. Il se réclame d'une mère qui n'est pas là, qui est partie, d'un père qui a foutu le camp. Donc, quelque part, il n'est pas réaliste, il n'a pas tous ses sens. Il faut aussi décrypter tout ça. L'enfant, il dit des choses, mais il n'est pas réaliste. Parce que si vous le laissez, la fameuse mère ou le fameux père, peut-être qu'il ne voudra même pas qu'il aille vivre chez lui ou chez elle. Parce que lui ou elle a déjà sa vie. L'autre parent a déjà sa vie et il trouve l'équilibre dans cette vie-là. Et il s'imagine que si l'enfant débarque, ce sera bouleversé toute sa vie. C'est bien beau d'être un bon parent de loin. Rappeler à l'enfant que je suis ta mère, je suis ton père. De loin, vous lui rendez visite de temps en temps. Voilà, si c'est le tribunal qui a décidé une fois sur deux, un week-end sur deux, demi-vacances, c'est bien beau tout ça. Hein? Mais vivez donc avec lui. Vivez donc. Et vous verrez comment c'est pas évident. Donc le parent qui est parti, c'est facile de venir s'introduire dans la vie de l'autre pour s'imposer auprès de l'enfant en lui rappelant « je suis ton père, je suis ta mère ». Quelque part même, c'est ne même pas vouloir que l'autre refasse sa vie correctement. Mais oui, parce que quand vous venez déboussoler l'enfant, quand vous venez le déstabiliser en lui rappelant votre présence, je ne dis pas qu'il faut l'abandonner, mais quand vous venez prendre totalement cette place-là qui était la vôtre, alors que vous n'êtes plus là, et l'autre papa qui est là maintenant, c'est lui qui vit avec l'enfant. Donc, il faut être délicat. Pour le parent qui est parti, il faut être respectueux et il faut être délicat. Il faut introduire cette nouvelle personne, ce nouveau papa,
cette nouvelle maman, il faut lui donner un peu de place quand même. Mais oui, il faut lui donner un peu de place dans la vie de l'enfant. Vous voyez? Donc c'est ça. Hein? Donc, le papa qui est parti doit être respectueux, compréhensif et donner un peu de place, céder un peu de place au papa qui est présent. Donc, le nouveau papa. Voilà, tout ça. Je dis tout ça, mais j'ajoute quand même que c'est une question de chance. C'est une question de chance. Tomber sur un conjoint qui va favoriser votre nouvelle relation. C'est vraiment une chance. Il faut le dire. Que ce soit un homme ou une femme, on voit les dégâts là dehors. Hein. La femme qui ne veut pas céder sa place à la nouvelle maman. Hein. On voit tout ça tous les jours. Ou alors le papa qui disparaît totalement et il réapparaît des années plus tard pour réclamer son droit. On voit la blessure que ça peut provoquer chez le papa qui est le beau papa qui est resté là tout le temps. Et l'enfant, on voit comment aussi ça peut le déstabiliser. En somme, je dis tout ça, moi j'encourage les gens à ne pas divorcer. Pour moi, franchement, les gens ne doivent pas divorcer. Non, il ne faut pas divorcer. Il faut plutôt employer d'autres techniques pour ne pas arriver au divorce. Parce que vous êtes dans la même maison, vous ne vous entendez plus. Pape, un ramasse ses affaires, il sort et c'est le divorce comme ça. Mais non. Il y a des temps de pause. Ce temps de pause-là, je crois qu'il est très efficace. Le temps de pause-là. Et même quand on voit certains couples autour de nous, le divorce, quand vous allez au tribunal, ce n'est pas tout de suite qu'on vous le donne. Le dossier traîne d'abord là-bas au tribunal. Le dossier traîne au tribunal en laissant la chance aux gens quand même de pouvoir se réconcilier. Mais oui, qu'est-ce que c'est que ce dossier qui traîne 2 ans au tribunal? Ce dossier qui traîne 9 mois au tribunal? Vous pensez vraiment que c'est l'excès de travail qui fait en sorte que l'excès de travail des travailleurs du tribunal qui fait en sorte que le dossier traîne autant? Quelque part aussi, c'est pédagogique, ce retard qu'ils mettent à décider sur les affaires. C'est donner la chance aussi au couple de se remettre ensemble. Mais les gens, ils ont tellement de... Enfin, je ne sais pas moi. Dès que celui-là sort de la maison, celle-là sort de la maison, immédiatement, il se remet avec une autre personne. C'est ça aussi qui fait en sorte que la chance qu'on vous donne au tribunal de vous réconcilier, cette chance-là ne se réalise pas. Vous sortez, immédiatement, vous vous mettez avec quelqu'un d'autre. Comment 9 mois après, vous pouvez avoir envie de retourner avec votre partenaire, votre femme légitime et légale, votre mari légitime et légal? L'autre a déjà pris la place. Celui de dehors, là, il a déjà pris la place. Elle a déjà pris la place. Cette place d'ailleurs, il y a même d'ailleurs des chances que ça s'arrête quelques temps plus tard. Il y a des chances. Parce que l'autre, le partenaire qui est sorti de la maison est encore blessé. Il n'est pas encore capable de donner tout ce qu'il faut donner dans la construction d'un couple. Du coup, le couple qui se construit immédiatement après une séparation a des chances de se séparer. Hein. On voit ça tous les jours là dehors. Donc, quelque part, il y a de la pédagogie aussi dans ces histoires de tribunal pour le divorce. Ça respecte un tout petit peu ce que je disais au début, que dans les sociétés traditionnelles, même pas traditionnelles. J'étais petite, donc puisque je suis encore vivante et je ne suis pas si vieille. Je ne suis pas vieille, donc c'est mes tantes, il y a peu d'années. Hein. Ça fait même pas, voilà quoi. C'est comme ça que je les voyais procéder. Quand ça n'allait pas, elles ramassaient leurs affaires pour rentrer chez elles. Elles mettaient 6 mois et elles revenaient ensuite.
Donc, cette histoire que le dossier traîne au tribunal, ça ressemble à ça. On vous donne le temps quand même de vous ressaisir. Mais non, les gens sont trop rapides. À peine séparés que déjà mis en couple, à peine séparés, cette histoire de se mettre en couple rapidement, ça diminue vos chances de redresser votre famille. Voilà. Je ne me tiens pas en juge hein, dans les affaires d'autrui. Je mène tout simplement une réflexion sur un sujet. C'est tout. Je mène une simple réflexion sur un sujet. Je dis ce que je pense, mais des gens peuvent venir dire ce qu'ils veulent aussi. Si quelqu'un veut monter, il y a le lien. Si quelqu'un veut monter, il y a le lien. Il clique sur le lien, je le recevrai. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce que j'avais à dire hein, concernant la famille recomposée. Hein. Moi, je ne suis pas là pour raconter les méfaits d'une famille recomposée en racontant des histoires qui peuvent sortir de la méchanceté du cerveau humain. Non, je ne raconte pas de telles choses. Non. Mais j'essaye tout simplement de guider d'après mes connaissances, d'après ma façon de voir, comment des personnes peuvent arriver à construire un couple simplement solide. C'est tout. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. À dimanche prochain.